Bonjour. On poursuit notre étude sur l'utilisation des threads via le langage C et j'aimerais maintenant vous parler de la gestion des accès concurrents. Alors pour ce faire, je vous propose de reprendre votre atelier de développement. Vous pouvez y créer un nouveau projet. Pour ma part, je l'ai appelé Use Threads. Ensuite, je vous propose de prendre un navigateur et d'aller sur le site cours.fr. Vous pouvez cliquer ici sur la section C. Et puis en descendant un petit peu plus bas, vous devriez y retrouver un lien vers le chapitre dédié aux threads. Pour rappel, l'entête thread.h a intégré le langage C à partir de sa version ISO 2011. C ISO 2011. D'accord ? C'est ce que rappelle le C11 ici. Donc avant, on était obligé d'utiliser des librairies qui étaient spécifiques à chaque système d'exploitation. Bon, du coup, cette librairie fournit un grand nombre de fonctions, et notamment la fonction mtx init. Je vous propose de cliquer dessus, et vous y retrouverez un exemple de code. On va se servir de cet exemple de code pour bien comprendre le concept. Donc, sélectionnez tout le code, vous faites CTRL-C, voilà, et vous venez le poser dans votre atelier de développement. Regardez, je sauvegarde. Normalement, vous devriez rencontrer une petite difficulté lors de la compilation. Effectivement, il faut savoir que la librairie de gestion des threads au niveau de Linux requiert, lors de l'édition des liens, de rajouter un module supplémentaire, c'est le module pthread. Donc regardez, je fais un bouton droit au niveau de mon projet, je demande les propriétés. Je vais au niveau de la configuration C, et plus précisément au niveau des settings. Et pour ce qui est des librairies prise en charge par le linker, je rajoute ici avec le petit plus une entrée pthread. Pthread, c'est pour POSIX thread. C'est l'implémentation qu'on a sur un Linux. À partir de là, je fais Apply and Close, et cette fois-ci, normalement, votre projet devrait parfaitement compiler. Alors, afin de vous expliquer ce que c'est qu'un accès concurrent, le mieux, c'est de casser un petit peu le programme qui est là. Là, on a un programme qui est plutôt pas mal, en tout cas, il fait ce qu'il doit faire, et je vais néanmoins commenter quelques lignes de code. Regardez, déjà, je commente la ligne 9, je commente aussi les deux lignes qui sont autour de counter++, et je commente le mtx init à ce niveau-là, et le destroy. Parfait. Donc, qu'est-ce que fait ce programme ? Bon, pour faire simple, déjà, on charge 3 librairies, et notamment threads.h. À partir de là, on définit des macros. La première macro c'est un thread count, donc on va avoir 10 threads. Et la deuxième macro, c'est thread loop. On va tourner 1 million de fois par thread. Du coup, le point d'entrée, c'est le main. Et un petit peu comme dans le tuto précédent sur le join, ici, je m'amuse à créer 10 threads. Ces 10 threads sont contenus dans un tableau ici, en tout cas les identifiants vers ces threads. Et donc, je vais tourner 10 fois et initialiser à chaque tour de boucle une valeur dans le tableau. C'est mon identifiant thread. Le thread, je vais le lâcher sur la fonction threadFunction. Et j'y passerai en paramètre l'indice de boucle associé à chaque thread. La fonction threadFunction, elle est définie à ce niveau-là. Donc elle prend en paramètre une donnée, c'est typé par défaut void étoile, mais je peux récupérer éventuellement l'indice numérique en faisant un cast en long. Et puis surtout, ici, on a le for qui me permet donc de faire mes 1 million de tours de boucle par thread. Et donc pour chacun des threads, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? En vérité, on va chercher à manipuler une variable globale. Ici, j'ai une variable globale, elle s'appelle counter. Cette variable globale est visible par tous les threads de mon processus. Donc, ils peuvent faire un counter++. Normalement, j'ai 10 threads. On va faire 1 million de tours de boucle, donc on devrait avoir 10 millions d'incréments à ce niveau-là. Quand on aura terminé chaque thread dit qu'il s'arrête, au final, j'attends que tous les threads aient fini avec un CRD join et j'affiche la valeur de mon compteur. Bon, bien, si on part du principe que cette instruction est une instruction atomique, normalement, 10 fois 1 million, ça devrait m'afficher 10 millions. Le compteur devrait valoir 10 millions au final.
Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont d'accord avec ce que je viens de dire, s'il y en a au contraire qui ne sont pas d'accord du tout, mais c'est vrai que bon, c'est une question qu'on est en droit de se poser, et donc le mieux, c'est d'y répondre en lançant le programme. Et donc la réponse, je suis au regret de vous annoncer que non, on ne va pas avoir 10 millions dans la variable globale. Si vous pensiez ça, vous avez commis une petite erreur. Et en vérité, je vous ai un peu menti à un moment donné. Je vous ai dit qu'on partait du principe que c'était une instruction atomique. Le seul problème, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Pour comprendre ce qui nous est arrivé, parce que vous avez vu que là, on a à peu près que 15% des plus qui ont été constatés. Les autres ont été perdus. C'est quand même peu. Hein. Alors pourquoi ? Parce qu'en gros, j'ai codé un accès concurrent. Mon programme en soi, c'est un gros accès concurrent. Pourquoi ? Parce que tous les threads accèdent à la même zone mémoire en cherchant à faire des modifications. Et le problème, c'est que ça, ce n'est pas une instruction atomique, comme je le disais il y a quelques instants. On est bien d'accord, hein. Là, on est sur un langage de plus ou moins haut niveau, c'est du C. Et ce C nécessite d'être compilé. Quand on compile, on produit du code en langage machine. Il faut savoir que faire un ++ en langage machine, c'est équivalent à 3 instructions. Pour faire simple, hein, en gros, il faut charger la valeur de la RAM, de la mémoire, vers un registre du processeur. Ensuite, deuxième instruction, il faut incrémenter la valeur du registre. Et normalement, en code machine, on va on va restocker la valeur du registre dans la case mémoire correspondant à notre variable. Donc derrière cette simple ligne de code ici, se cachent en vérité 3 instructions en langage machine. Et du coup, le souci, c'est qu'on est bien d'accord, quand on utilise des threads, c'est pas nous qui contrôlons quel est le thread qui est en cours d'exécution. En vérité, c'est l'ordonnanceur de tâches. L'ordonnanceur de tâches, c'est un composant de votre système d'exploitation. Et c'est lui qui coordonne l'exécution de tous vos threads. On imagine un scénario. À un moment donné, on a 1000 dans notre variable en mémoire. Dans le compteur, on a 1000. Il y a un premier thread, il a la main. Si à un moment donné, il essaye d'exécuter cette instruction, comme on le disait, ça va donc donner lieu à 3 instructions. Donc il va d'abord charger la valeur de la zone mémoire vers le registre. Donc il va charger 1000. Après, on va incrémenter. Donc le registre va passer à la valeur 1001. Le registre, c'est un petit état de mémoire stocké en dur dans le processeur. C'est une mémoire à accès ultra rapide, hein. C'est géré en interne. Dans tous les cas, c'est une copie qu'on a mis dans le registre de la valeur qu'on avait en RAM. Donc si on l'a incrémenté, on a incrémenté la valeur du registre, mais on n'a pas touché à la RAM. Il resterait à exécuter la dernière instruction qui recopierait la valeur en RAM. Sauf que, pour des raisons quelconques, l'ordonnanceur de tâches, à un moment donné, il décide de nous reprendre la main. Donc pour le moment, on a 1001, on a juste le registre qui a été mis à jour, on n'a pas encore recopié la donnée. Bon, très bien. Et si jamais la main est redonnée à un autre thread qui lui aussi cherche à manipuler counter, le problème c'est que lui va exécuter aussi ces 3 instructions. Donc du coup, il va dire, allez, je charge dans un de mes registres du processeur sur lequel je suis la valeur pour la variable qu'on a en RAM. Donc il va charger 1000. Parce que le premier thread dont je parlais il y a quelques secondes n'a toujours pas écrit en RAM, donc on a toujours l'ancienne valeur. Donc du coup, lui aussi va faire un ++, on va passer à 1001, et on va estimer que lui, il a un petit peu plus de chance, et donc il va réussir à synchroniser sa valeur avec la RAM. Donc il réécrit dans la variable la valeur 1001. À partir de là, l'ordonnanceur de tâches donne la main à d'autres threads, et puis à un moment donné, il finit par revenir sur le thread initial. Lui, il en était où ? Il en était qu'il avait toujours son 1001 dans le registre. Donc maintenant, il faut qu'il recopie ça en mémoire. Du coup, on a une deuxième écriture sur la même zone mémoire, sauf que la valeur qu'il avait, c'était toujours 1001. Donc on a eu 2 ++, par contre, dans les faits, on n'en constatera qu'un seul. Et là, c'est exactement ce qui nous arrive. Sauf que, en gros, j'ai tout fait pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'accès concurrents. J'ai 10 threads qui tournent en parallèle. La boucle for, quasiment la seule chose qu'elle fait, c'est de faire l'incrément. Bon, elle gère sa boucle à proprement parler, mais sinon, on fait le counter ++. Donc, du coup, la fréquence, la probabilité d'avoir un accès concurrent, elle est extrêmement importante. Et donc, comme elle est très importante, du coup, on constate que 15% des incréments. C'est quand même dommage. Donc ça, c'est un accès concurrent en écriture sur une variable globale. À chaque fois que vous aurez un programme qui cherche à faire ce genre de choses, il faut savoir qu'il faut impérativement synchroniser vos accès concurrents. Alors, synchroniser nos accès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser un mécanisme de synchronisation. Le mécanisme de synchronisation le plus classiquement utilisé, c'est le mutex. Alors, le mutex, ça veut dire mutual exclusion. D'accord ? C'est une contraction des deux préfixes, mutual exclusion.
Donc les threads vont s'exclure mutuellement. C'est-à-dire qu'en gros, derrière le mutex se cache la notion de verrou. On va faire des locks et des unlocks. On va verrouiller le mutex et on va le relâcher. Et si un thread a déjà obtenu le verrou sur un mutex, si un deuxième thread cherche à faire exactement la même chose, tant que le premier n'aura pas fini, le thread demandeur va s'endormir. À partir du moment où le premier thread aura fini de faire son incrémentation, il va rendre la main du point de vue du mutex, il va le déverrouiller, unlock, et donc du coup, le thread qu'on avait endormi va pouvoir reprendre la main et réaliser à son tour l'incrément. Bon, pour pouvoir avoir un mutex, il faut créer une variable de type mtx_t. Regardez, je mets la souris sur ma variable, ça me permet d'avoir sa définition exacte. En vérité, c'est un type-def sur une union. Donc on a une union, bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, c'est un type de données qui va contenir les informations relatives à ce mutex. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce mutex, il faut l'initialiser. Il faut lui donner son état initial. Et en gros, initialement, le verrou n'est pas encore acquis. Pour le moment, le mutex est libre. Donc, on fait un mtx init et on lui passe l'adresse de la variable qui contient le mutex pour qu'il puisse correctement l'initialiser. Donc, on lui passe un pointeur. Ce qu'on voit, c'est qu'en plus de ça, on a un deuxième paramètre, c'est le type de mutex qu'on veut créer. Alors il faut savoir que je peux créer différents types de mutex. Regardez, je reviens sur ma page web que je vous avais présentée en intro, et donc ici, vous avez les 4 types qui vous sont présentés. Nous, ce qu'on utilise, c'est un mutex de type plain. En gros, c'est un mutex normal, il est bloquant, et il n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que tant que le traitement n'est pas terminé, le verrou reste enclenché jusqu'au prochain unlock. Alors, il faut savoir qu'il y a des cas un peu subtils qui peuvent apparaître. Imaginez, vous avez un algorithme qui s'exécute dans un thread et qui utilise une variable partagée entre plusieurs threads, mais imaginons l'algorithme est récursif. Donc ça veut dire que la fonction se rappelle elle-même. Dans ce cas-là, le souci, c'est que si vous utilisez juste un mutex de ce type-là, lors du second appel, comme il est déjà passé par un appel précédent, l'algorithme est récursif, le mutex a déjà été verrouillé. Alors par le thread lui-même, je vous l'accorde, mais il est quand même verrouillé. Donc du coup, le thread s'auto-endormirait. Si jamais vous avez des algorithmes récursifs, il est de votre responsabilité d'acquérir un mutex de type récursif. En vérité, ces deux constantes, c'est des bits, elles sont associées à des bits, à des valeurs de bits qui sont setées. Et ici, on fait un OU logique pour cumuler les bits. Donc on veut un mutex de type plain récursif. Le troisième type de mutex, c'est un mutex de type timed. En gros, il est associé à un timeout. Ça veut dire qu'il y a une durée maximale d'acquisition du mutex. Au-delà de cette durée, même si le thread n'a pas fini de faire son traitement synchronisé, c'est pas grave, le mutex sera libéré. Alors ça, c'est utilisé avec une très grande sagesse. Des fois, ça peut être pratique, mais des fois, ça peut être embêtant. Il faut savoir, on peut aussi avoir des mutex avec timeout qui peuvent être récursifs, qui peuvent être utilisés dans un contexte récursif. Dans ce cas-là, utilisez ce type de mutex. Bon, dans notre cas, nous, on a pris un mtx plain. Parfait. Donc, notre mutex est maintenant initialisé. Bon, je continue dans l'exécution de mon main. Normalement, à la fin, je dois relâcher les ressources qui ont été acquises pour votre mutex. Donc ici, vous avez une autre fonction qui s'appelle mtx_destroy qui est censée relâcher les ressources acquises par le mutex. Et puis à partir de là arrivent les deux lignes les plus importantes. Et bien on a deux fonctions. Une première fonction qui s'appelle mtxlock et une autre fonction qui s'appelle mtxunlock. mtxlock verrouille le mutex, c'est-à-dire qu'il prend la ressource. À partir du moment où un thread est en cours d'exécution sur la portée qui va du lock jusqu'au unlock, si un deuxième thread arrive et cherche à faire la même chose, il sera automatiquement endormi. Jusqu'à quand? Jusqu'à que le premier est fini. Du coup, c'est capital. Vous devez obligatoirement relâcher le mutex. Vous pouvez essayer tout à l'heure, lancer un bout de code en commentant cette ligne. Vous verrez, ça va bloquer tout le monde. Parce que le deuxième thread qui va arriver va s'endormir et comme le premier ne libérera pas la ressource, les autres threads ne pourront pas faire leurs incréments. Du coup, on va bloquer jusqu'à que ils aient tous terminé, mais comme ils sont tous endormis, du coup, on a ce qu'on appelle un deadlock. En gros, on a
le programme qui est gelé, qui est figé, qui ne rend plus la main et qui ne peut plus rien faire. Parce que toutes les unités d'exécution qui devaient produire un résultat se sont momentanément suspendues. Personne relâche la ressource, donc du coup tout le monde est bloqué. Bon, moi, pour ma part, je vais bien faire le unlock. Et donc, il faut aussi comprendre que gérer un verrou au niveau du mutex, ça prend des cycles CPU, c'est pas complètement gratuit. Donc du coup, le temps d'exécution de notre programme va être un petit peu moins rapide que tout à l'heure. Ça va un petit peu plus mouliner. Alors du coup, ok, mais par contre, normalement, on devrait avoir la bonne donnée. Donc si on doit se poser des questions entre performance et cohérence des données produites, normalement, c'est quand même la cohérence des données produites qui l'emporte. Donc tant pis si ça va un peu moins vite, mais ce qu'il faut, c'est que les données calculées soient correctes. Donc regardez, je viens de lancer le programme. Tous mes threads ont fait ce qu'ils avaient à faire. Au final, tout le monde a rendu la main. On a constaté 10 millions d'incréments au terme de ce programme. Alors, quitte à parler de performance, attention à ne pas me faire tout et n'importe quoi. Il faut savoir, ce que je vais dire est vrai pour des ressources, mais un mutex, c'est un type de ressource particulier. Normalement, quand on acquiert une ressource, on l'acquiert le plus tard possible. Quand on relâche une ressource, normalement, on est censé la relâcher le plus tôt possible. C'est le cas des verrouillages. C'est-à-dire que si jamais, au niveau de votre code, vous mettez dans cette portée de code-là quelque chose qui n'a rien à voir avec un accès concurrent, vous allez augmenter la durée de verrouillage et donc vous allez endormir les autres threads pendant beaucoup plus de temps que nécessaire. Par exemple, si là vous me faites un printf et que vous affichez counter égal et qu'on envoie la valeur du compteur, alors c'est un unsigned lang, donc je mets un LU, puis un retour à la ligne et que je demande à faire une injection dans le format de la valeur du compteur, tout ça c'est pas gratuit. D'accord ? Pendant le temps nécessaire pour calculer la chaîne finale à produire qu'on va ensuite devoir envoyer dans le flux, pendant tout ce temps-là, je vais bloquer les autres threads. C'est inutile parce que ça, quelque part, ça pouvait peut-être être fait ailleurs que dans le verrouillage. Bon, ça peut se discuter, mais ça pourrait être fait ailleurs. Donc du coup, plus vous mettrez de code ici qui n'a rien à voir avec l'accès concurrent, et plus vous allez dégrader les performances. C'est ce qu'il faut noter. Donc si vous cherchez à faire ce genre de choses-là, dans ce cas-là, faites plutôt ces codes en seconde partie, après le verrouillage. Ok ? Donc on acquiert la ressource le plus tard possible, au plus proche de la ressource à synchroniser, et on la relâche au plus tôt. Voilà. Et après, la question, bien entendu, c'est est-ce que ce que je manipule se doit d'être synchronisé ou pas? Il faut savoir, ces problématiques d'accès concurrent, c'est certainement l'un des points les plus chauds à gérer quand on a des bugs au niveau d'un programme informatique. Souvent, quand vous avez des programmes qui gèrent plusieurs threads et qu'on a des accès concurrents, ce n'est pas forcément évident de trouver ces problèmes-là. D'accord ? Regardez, je reviens un petit peu en arrière. J'enlève le verrouillage. Malgré tout, j'ai quand même une solution à vous proposer. Il y a un outil qui existe. Alors cet outil ne peut être utilisé uniquement que sur système Linux. Il s'appelle Valgrind. Et Valgrind est capable de trouver les accès concurrents. Regardez, là, normalement, tout a compilé. Je vais prendre une console. Je vais me placer dans le workspace associé à mon projet. Voilà. Et je vais descendre dans le projet sur lequel on est. Voilà. Normalement, j'ai un répertoire debug dans lequel j'ai un sous-répertoire dans lequel je dois avoir l'exécutable. Très bien. Maintenant, si je fais un point useThread, on est d'accord, normalement, le programme s'exécute. J'ai enlevé le verrouillage. On est bien d'accord. Donc, du coup, je calcule n'importe quoi. Il faut savoir que je peux lancer un outil qui s'appelle Valgrind. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutos par rapport à d'autres sujets. Valgrind vous permet de trouver plein de problèmes. Alors, notamment, une de ses forces, c'est trouver les problématiques de, comment on pourrait dire, de fuite mémoire. Regardez, ici, je fais un un malloc de 40 octets. Je lance avec Valgrind mon programme. Il me dit quoi? Il me dit que j'ai une fuite mémoire et qu'elle prend 40 octets. Elle a été définitivement perdue. Il me dit si je veux un peu plus d'informations, je peux aussi lancer cette option sur la ligne de commande.
vous voyez, il me dit que j'ai eu une fuite mémoire et il me donne assez précisément l'information sur ce que j'ai pas libéré. Il faut savoir que ce Valgrind permet de faire encore plus, encore mieux. Regardez. Oui, là je comprends pourquoi j'avais pas la bonne donnée. Normalement, il y avait un truc qui m'échappait, mais l'option doit être mise en première. Voilà, c'était ça que j'attendais. Il me dit bien que j'ai eu 40 bytes qui ont été alloués en un bloc et qui ont été définitivement perdus. Et dans mon code, c'était en ligne 28. Il me dit en ligne 28, j'ai une allocation qui n'est pas libérée. Bon, mais ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Valgrind, en vérité, il peut fonctionner avec différents plugins. Il y a la notion de plugin sur Valgrind. Et donc, je peux lui dire avec quel outil je tourne. Par défaut, il utilise l'outil memcheck. C'est l'outil que je viens de vous montrer qui trouve notamment les fuites mémoire. Mais il y a d'autres outils, et notamment, il y a un outil qui s'appelle Lgrind. Alors, c'est L. Voilà. Et donc vous avez vu, je lance l'outil Lgrind, mais il y a un seul L. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a des accès concurrents. En anglais, les accès concurrents, on parle de data race. D'accord? En gros, il a constaté, durant l'exécution du programme, que plusieurs fois, on a tapé à différents endroits. Si j'analyse un petit peu la trace, d'accord, il me donne un certain nombre d'informations, mais il me dit que, par exemple, dans mon code, vous voyez, dans la fonction start thread, alors, je n'ai pas les numéros de ligne de code là qui s'affichent, mais il a eu un petit souci d'accès concurrent. Il vous le dit ici. Regardez là, je crois que j'ai les lignes de code. Le pthread create. Bon, il ne me donne pas exactement toutes les informations. Si, c'est là, voilà. Et là, vous voyez, il vous le dit ici. Voilà. Il vous dit les conflits qu'on a constatés, ils ont lieu dans mon programme en ligne 18. C'est tous les accès concurrents qu'il a pu trouver. Ah tiens, la ligne 18, effectivement, c'est notre counter++. Alors là, ça va. Là, j'ai un outil qui me montre ça. Mais il n'est pas toujours utilisable en permanence. Et quand vous ne pouvez pas utiliser un outil de détection d'accès concurrents, quand vous ne pouvez pas utiliser Valgrind, trouver les problématiques d'accès concurrents, sachez que ça devient extrêmement complexe. Donc là, heureusement que j'avais Valgrind qui me dit que j'avais mal codé mon programme. Regardez, je remets ma synchronisation. Le programme se recompile, je relance Valgrind avec l'option Lgrind sur mon programme. Il fait ce qu'il a à faire. Alors il faut savoir que là, Valgrind est en train de surveiller ce qui se passe au runtime. Donc tout à l'heure, c'était un petit peu plus lent quand on avait synchronisé, mais là, en plus de ça, comme Valgrind vérifie tout ce qui est en train de se passer au runtime, ça ralentit d'autant plus l'exécution de mon programme. Donc ça met un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave, on est en profilage, on est en train de regarder si tout se passe bien. Donc vous laissez faire le programme, et normalement, si vous avez des accès concurrents, il devrait vous les trouver. Alors attention, là il me dit qu'il y a des accès concurrents, mais des fois c'est à l'intérieur des librairies, mais elles savent le gérer. Donc il faut bien regarder si c'est de votre responsabilité ou pas. Donc là je vais passer ça. J'attends que tous les threads aient terminé. Et normalement, en tout cas, ma ligne 18 ne devrait plus être affichée comme étant problématique. Bon, là, on sent bien le fait d'avoir mis le profiler, le fait d'avoir activé le profiler par rapport à mon programme, ça ralentit considérablement les temps d'exécution. En gros, pour faire simple, pour vous donner quelques explications complémentaires, Valgrind, il fait tourner une machine virtuelle, si vous voulez. Et donc, il va émuler le processeur pour pouvoir justement voir tout ce qui se passe et intercepter tous les problèmes. Et du coup, comme on émule un processeur, ça ralentit sévèrement les temps de réponse. Bon, en tout cas, normalement, au terme de l'exécution de ce programme, notre ligne de 18 ne devrait plus poser aucun souci. Bon, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur ces problématiques d'accès concurrent. Donc j'espère que, 1, vous avez bien compris le problème.
C'est subtil, hein, c'est pas si simple que ça, c'est pas évident de détecter toujours si on va avoir oui ou non des accès concurrents dans nos programmes. J'espère que vous avez compris une fois qu'on les a détectés comment les corriger, donc grâce au mutex notamment. Voilà, n'oubliez pas que si vous êtes sur Linux ou sur Unix, vous pouvez utiliser un profileur comme Valgrind pour détecter d'éventuels problèmes de ce type-là. Et puis, à partir de là, je vous laisse tester tous ces sujets et vous faire vos propres opinions sur l'intérêt de ces mécanismes. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et à le repartager. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Hein. On continuera à parler des threads dans les prochains tutos. Bon, merci de votre attention et à très vite.